Chers élèves, bonsoir. Dans le cadre de leçons télévisées, nous allons vous présenter une séance de chimie qui porte sur les équilibres chimiques. Voyons tout d'abord que signifie un avancement d'une réaction. Pour cela, on considère la réaction chimique d'équation S2O8 2- plus 2I- qui donne I2 plus 2SO4 2-. À T égale 0, la quantité de matière de S2O8 2- est égale à N1, celle de I- est égale à N2. Par contre, la quantité de matière de I2 et de SO4 2- est nulle. Et puisque cette quantité de matière est nulle, donc le système va évoluer dans le sens de formation de I2 et de SO4 2-. Alors, la quantité de matière de S2O8 2- est égale à N1 moins X. Celle de I- est égale à N2 moins 2X. Celle de I2 est égale à X. Et celle de SO4 2- est égale à 2X. X est appelé avancement d'une réaction à l'instant T. Déterminons X. Alors, X égale à la quantité de matière initiale de S2O8 2- moins la quantité de matière de S2O8 2- à l'instant T. Égale aussi à la quantité de matière initiale de I- moins la quantité de matière de I- à l'instant T sur 2. Égale à la quantité de matière de I2, égale aussi à la quantité de matière de SO4 2- à l'instant T sur 2. L'avancement d'une réaction peut varier. Alors, voyons alors quelles sont les limites que peut avoir un avancement. Pour cela, on va traiter deux exemples. Commençons par l'exemple 1, où on va traiter la même réaction, mais on va prendre comme quantité initiale de matière, bien sûr, 0,01 mol de S2O8 2-, 0,02 mol de I-, 0 mol de I2 et 0 mol de SO4 2-. La variation de la quantité de matière de S2O8 2- est donnée par une courbe qu'on va voir maintenant. Voilà, ça c'est l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. La quantité de matière de S2O8 2-. Alors, comme vous le constatez, la quantité de matière de S2O8 2- diminue. À la fin de la réaction, on constate que cette quantité de matière est nulle. Donc, on peut dire que la réaction est totale. Puisqu'on sait que la quantité de matière est toujours positive, alors, à l'instant T,
0,01 moins x est supérieur ou égal à 0, alors x inférieur ou égal à 0,01 mol. Donc, au maximum, x atteint la valeur de 0,01 mol. Cette valeur de x qui est l'avancement est l'avancement maximal. Donc, si on égalise 0,01 moins x à 0, on trouve que x maximal, ou l'avancement maximal, est égal à 0,01 mol. Alors, et d'après la courbe, à la fin de la réaction, l'avancement est appelé avancement final. Donc, essayons de déterminer cet avancement final à partir de l'étude expérimentale observée sur la courbe. Alors, comme on a déjà vu, d'après la courbe 0,01 moins x final, qui est l'avancement final de la réaction, est égal à 0, puisque S2OI de moins a disparu. Donc, x final est égal aussi à 0,01 mol. Donc, on peut dire que lorsque l'avancement final est égal à l'avancement maximal, la réaction est totale. Voyons maintenant le deuxième exemple. Il s'agit d'une réaction d'estérification entre l'acide éthanoïque et l'éthanol. Le mélange initial est équimolaire. On a pris 0,3 mol d'acide et 0,3 mol d'alcool. À un instant T, la réaction va évoluer dans le sens de formation de l'eau et de l'ester. La quantité de matière de l'acide est égale à 0,3 moins x. La quantité de matière de l'éthanol est égale à 0,3 moins x. Celle de l'eau est égale à x, de même pour l'ester. Et comme on a déjà vu que x est l'avancement de la réaction. Voilà. On va étudier la variation de la quantité de matière de l'éthanol au cours du temps, puisqu'on sait que l'avancement de la réaction est variable. Pour cela, on donne la courbe de variation de la quantité de matière de l'éthanol au cours du temps. Alors, sur l'axe d'ordonnée, on a la quantité de matière, et sur l'axe des abscisses, le temps. On constate que la quantité de matière de l'éthanol diminue au cours du temps. Mais, à la fin de la réaction, il n'y a pas eu disparition totale de l'éthanol, de même pour l'acide, car le mélange initial est équimolaire. Donc, la réaction, puisqu'il n'y a pas eu disparition totale des réactifs, est une réaction limitée. Alors, comme on a déjà dit dans le cas du premier exemple, la quantité de matière est toujours positive ou nulle. Alors, à l'instant T, 0,3 moins x est supérieur ou égal à 0. Donc, l'avancement x est inférieur ou égal à 0,03 mol. Donc, l'avancement maximal est égal à 0,3 mol. D'après la courbe, à la fin de la réaction, on a
0,3 moins XF égale 0,1 mol. Donc, l'avancement final est égal à 0,2 mol. Pour cela, on donne alors la courbe de la variation de la quantité de matière de l'éthanol au cours du temps. Alors, on suit cette variation. On constate que la quantité de matière diminue au cours du temps jusqu'à atteindre une valeur finale est égale à 0,1 mol. À la fin de la réaction, il n'y a pas eu disparition de l'éthanol, et puisque le mélange est équimolaire, donc l'acide éthanoïque ne disparaît pas aussi. Puisqu'il n'y a pas eu disparition totale des réactifs, donc la réaction est limitée. Comme on a déjà dit que la quantité de matière est toujours positive ou nulle, donc à l'instant t, 0,3 moins x supérieur ou égal à 0, donc x inférieur ou égal à 0,3 mol, alors l'avancement maximal est x max égale 0,3 mol. D'après la courbe, à la fin de la réaction, on a, comme on a déjà dit, 0,3 mol moins XF égale 0,1 mol, donc XF égale 0,2 mol. On constate alors que l'avancement final est inférieur à l'avancement maximal. Et déjà, on a dit que la réaction est limitée. Donc, lorsque l'avancement final est inférieur à l'avancement maximal, la réaction est limitée. De même, on peut suivre une réaction chimique en étudiant l'évolution de son avancement au cours du temps. Alors, on donne une première courbe. Voilà. Ça, c'est l'avancement au cours du temps. L'avancement d'une réaction augmente jusqu'à atteindre une valeur finale. Si cette valeur est égale à l'avancement maximal, alors la réaction est une réaction totale. Voyons maintenant la deuxième courbe. Voilà. On constate aussi que l'avancement de la réaction augmente jusqu'à atteindre une valeur finale. On donne l'avancement maximal et l'avancement final. On constate que l'avancement final est inférieur à l'avancement maximal. Donc, la réaction est une réaction limitée. De même, on peut aussi connaître si la réaction est totale ou limitée si on connaît le taux d'avancement final de la réaction, sachant que le quotient de l'avancement final d'une réaction et l'avancement maximal est appelé avancement final, noté taux. Donc, taux
égale XF sur X max, on déduit alors que lorsque la réaction est totale, taux égale 1, et lorsque la réaction est limitée, taux est inférieur à 1. On s'intéresse maintenant seulement au cas d'une réaction limitée. Voyons par quoi peut-on caractériser une transformation chimique limitée. On reprend l'exemple de l'estérification. Si on prend le même mélange équimolaire AT égale 0, et puisqu'on connaît l'avancement final, alors on peut déduire la composition finale à la fin de la réaction. Comme vous le voyez, la quantité de matière de l'alcool est égale à 0,1 mol, la quantité de matière de l'acide égale 0,1, celle de l'ester et celle de l'eau est égale à 0,2 mol chacune. Si on considère la réaction de l'hydrolyse, c'est-à-dire si on part d'un mélange initial d'ester et d'eau équimolaire, et comme dans le cas de l'estérification, on a 0,3 mol d'ester et 0,3 mol d'eau, on obtient la même composition. Donc, dans les cas de l'estérification ou de l'hydrolyse, les 4 constituants coexistent, l'alcool, l'acide, l'ester et l'eau, dans le système à l'état final, avec une composition constante. On dit que ce système est en état d'équilibre chimique. En finale, et d'une manière générale, pour une réaction limitée, elle atteint, comme le cas de l'estérification, un état d'équilibre chimique. Faisons maintenant une interprétation microscopique de ce phénomène. À l'instant initial, les molécules des réactifs sont en agitation désordonnée et subissent des chocs. Or, l'estérification et l'hydrolyse se produisent en même temps. Alors, puisque l'estérification et l'hydrolyse se produisent en même temps, et de la même manière, les quantités de matière de réactifs estérifiés sont égales à celles produites par l'hydrolyse. Alors, si on interprète cet exemple par un schéma, supposons que cette forme représente l'alcool, celle-là représente l'acide, et ici on a l'ester et l'eau, par exemple. Alors, si on a une mole d'acide qui réagit avec une mole d'alcool, en même temps, il y a réaction entre une mole d'eau et une mole d'ester. À la suite, on obtient une mole, comme on a vu ici, une mole d'ester et une mole d'eau, et dans le sens contraire ou inverse, on obtient une mole d'acide et une mole d'alcool. Alors, à l'équilibre chimique,
c'est-à-dire quand la réaction limitée atteint un état d'équilibre chimique, le système continue à évoluer. Et puisqu'il y a évolution et en même temps équilibre chimique, on peut dire qu'il s'agit d'un équilibre dynamique. Alors maintenant, voyons si on peut prévoir le sens d'évolution d'un système chimique avant qu'il atteigne un état d'équilibre chimique. Revenons à l'exemple de l'estérification. Acide plus alcool donne ester plus eau. Pour suivre l'évolution du système, on définit la fonction pi de concentration telle que pi est égal à la valeur de la concentration de l'ester multiplié par la valeur de la concentration de l'eau divisé par la concentration de l'acide multiplié par la concentration de l'alcool. Lorsque la réaction évolue, pi varie car il y aura variation de la concentration de l'acide, de l'alcool et de l'ester. À l'état d'équilibre chimique, pi prend une valeur constante appelée constante d'équilibre. Car on sait que la composition à l'état final est constante. Cette constante d'équilibre notée K ne dépend que de la température. Donc, à l'équilibre dynamique, pi égale K égale la valeur de la concentration de l'ester fois la valeur de la concentration de l'eau à l'équilibre divisé par la valeur de la concentration de l'acide à l'équilibre multiplié par la concentration de l'alcool à l'équilibre. Cette expression exprime la loi d'action de masse. Finalement, pour suivre l'évolution d'un système chimique, il faut comparer pi à K. Trois exemples sont considérés. Alors, premier cas, si pi inférieur à la constante d'équilibre K, si pi supérieur à K, le troisième cas, pi égale K. Alors, si pi est inférieur à K, la réaction directe est possible spontanément, car pour atteindre l'état d'équilibre chimique, la concentration de l'ester doit augmenter et celle de l'acide et de l'alcool diminue. Alors, si pi égale K, comme on a déjà dit, le système est en état d'équilibre chimique. Si pi est supérieur à K, la réaction inverse est possible spontanément. Voyons maintenant un exemple où il y a une réaction entre les ions Fe3+, SCN- qui donne les ions Fe, SCN2+. Prenons un système S1. Alors pour ce système, la quantité de matière des ions ferriques est égale à la quantité de matière de thiocyanate est égale 10-4 mol.
la quantité de matière de l'ion thiocyanophère 3 est égale à 0 mol. La fonction de concentration pi est égale à la concentration de FeSCN2+, divisé par le produit de la concentration de Fe3+, et la concentration de SCN-, égale à la quantité de matière de FeSCN2+, divisé par le produit de la quantité de matière de Fe3+, et la quantité de matière de SCN-, multiplié par le volume V. Cette fonction de concentration pi est égale à 0, puisqu'on a déjà vu que n ici est égal à 0. Alors, pi est inférieur à k. Alors, le système évolue dans le sens direct. Maintenant, voyons un système S2 tel que la quantité de matière de Fe3+ égale 10-3 mol, la quantité de matière de SCN- est égale à 10-2 mol, la quantité de matière de FeSCN2+ est égale à 10-1 mol. On donne aussi le volume de la solution est égal à 10 millilitres. Déterminons pi, on trouve 10 à la puissance 2. Pi supérieur à k, alors le système évolue dans le sens inverse. Maintenant, voyons si on a un système en état d'équilibre chimique, s'il est possible d'agir sur ce système. Prenons deux exemples. Exemple 1, où il s'agit de la réaction entre, ou plutôt de la dissociation de N2O4 en NO2. N2O4 est incolore, par contre, NO2 de couleur brune. On augmente la pression du système à l'équilibre. La couleur brune s'atténue, c'est-à-dire que la quantité de matière de dioxyde d'azote NO2 diminue. On déduit alors que le système évolue dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens de la dimérisation. Suite à cette évolution, le nombre total des moles gazeuses diminue. Alors, le système évolue dans le sens qui diminue, qui tend à diminuer la pression. Si on résume cet exemple, dans un système fermé en état d'équilibre chimique, une augmentation de la pression fait évoluer le système dans le sens de la réaction qui fait diminuer le nombre total des moles gazeuses, donc diminuer la pression. De même, si on diminue la pression du système à l'équilibre, la couleur s'intensifie, alors la quantité de matière de NO2 augmente, donc le système évolue dans le sens direct.
d'où le nombre total des moles gazeuses augmente. Alors, le système évolue dans le sens qui tend à augmenter la pression. Donc, c'est pour cela qu'on peut dire inversement. Voyons maintenant que se passe-t-il si on fait varier la température, sachant que le sens direct est endothermique. Le système est en état d'équilibre chimique à la température θ1. À l'instant T0, on abaisse la température de ce système à une valeur θ2 en gardant la pression constante. Une étude expérimentale a permis de tracer la courbe de variation de la quantité de matière de N2 au 4 au cours du temps. On constate que entre l'instant initial et l'instant T0, la quantité de matière est constante puisqu'il s'agit d'un équilibre. Suite à cette augmentation, la quantité de matière de N2 au 4 augmente jusqu'à atteindre une valeur constante. Si on résume alors cet exemple, on diminue la température, la quantité de matière de N2 au 4 augmente. Si cette quantité augmente, alors le système évolue dans le sens de la réaction inverse qui est exothermique. Alors, évolution dans le sens qui tend à augmenter la température. À partir de cet exemple, on peut déduire, d'une manière générale, si dans un système fermé en équilibre chimique, une diminution de la température à pression constante fait évoluer le système dans le sens exothermique. De même, si on augmente la température, la quantité de matière de N2 au 4 diminue, le système évolue donc dans le sens de la réaction directe qui est endothermique. Donc, évolution dans le sens qui tend à diminuer la température, donc on peut dire inversement. Maintenant, on va voir l'exemple 2. C'est la réaction qu'on a déjà vue entre les ions Fe3+, et les ions SiN- qui donnent les ions FeSiN2+, de couleur rouge sang. Et on prend la pression et la température constante. On ajoute une goutte d'une solution concentrée qui contient les ions Fe3+. On constate que la couleur s'intensifie. Alors, si la couleur s'intensifie, c'est-à-dire que la concentration des ions FeSiN2+ augmente. Donc, le système a évolué dans le sens direct. Et puisqu'il a évolué dans le sens direct, donc, il y a diminution de la concentration
des ions Fe3+. On peut faire le cas inverse, c'est-à-dire si on diminue la concentration de l'un des réactifs, la couleur s'atténue, alors la concentration des ions Fe SiND+ diminue, donc la réaction évolue dans le sens de l'augmentation des concentrations de ces réactifs. Si on résume d'une manière générale, dans un système chimique, on équilibre une augmentation de la concentration de l'un des constituants de ce système, le fait évoluer dans le sens de la réaction qui tend à diminuer cette concentration. Et inversement, comme on a déjà dit. Ainsi, nous venons de voir que toute modification, soit de la température, de la pression ou de la concentration, fait évoluer le système considéré dans un sens qui tend à modérer l'effet de cette modification. Ce que nous venons de dire constitue la loi de modération dans l'énoncé E. Je lis l'énoncé. Si dans un système initialement en équilibre chimique, une perturbation fait varier soit la température à pression constante pour un système fermé, soit la pression à température constante pour un système fermé, soit la concentration d'une entité chimique à température constante, bien sûr le système est ouvert, le système subit en réponse à cette perturbation la réaction qui tend à modérer la variation de la température, de la pression ou de la concentration qui sont des facteurs d'équilibre. Ainsi s'achève notre séance. J'espère que vous avez bien profité de ce cours. Bonne réussite.